Merci à vous qui nous suivez sur cette chaîne. Merci d'être là, merci d'être abonné à la chaîne. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, ici, nous parlons communication, mais vraiment dans sa transversalité. Nous parlons astuces vidéo, mais aujourd'hui, principalement, nous allons parler communication, nous allons parler prise de parole en public. Et pour ça, nous avons un expert qui est parmi nous. Je vais vous l'introduire, je vais le laisser se présenter à vous. Et j'espère quand même que vous allez aimer la vidéo, et que vous allez la partager au maximum. Donc, Samuel, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. En tout cas, le plaisir est vraiment pour moi. Plaisir. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview, cet entretien. C'est toujours un plaisir. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, je me nomme Samuel Faye, je suis juriste de formation et j'ai plusieurs casquettes, mais celle qui nous intéresse ce soir, c'est que je suis coach spécialisé sur les questions liées au leadership et à la prise de parole en public, au public speaking. D'accord. Leadership et puis prise de parole en public. Donc, quand on parle de prise de parole, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est quand même un concept qui est un peu en vogue, disons, et tout le monde essaie de mettre à l'intérieur de cette expression-là un peu de tout. Vu que vous êtes un expert, quelle définition est-ce que vous pouvez donner du concept de prise de parole en public? Quand on parle de prise de parole, c'est quoi? Alors, la notion de prise de parole en public renvoie à une aptitude de la personne à communiquer et à transmettre des informations, mais au-delà de la simple transmission d'informations, selon l'objectif poursuivi par le biais de cette communication, à susciter une forme d'adhésion, à atteindre l'objectif poursuivi. Toutes les prises de parole n'obéissent pas à la même vocation, n'ont pas le même but. Certains parlent parce qu'ils veulent simplement informer, mais d'autres parlent pour convaincre, pour vendre. D'autres parlent pour créer une adhésion, pour cultiver une émotion auprès du public. Donc, la prise de parole, c'est cette aptitude à pouvoir réussir l'objectif poursuivi par le biais de cette communication. D'accord. Alors, moi, avant même d'entrer dans le fond du sujet, donc, plus on va parler de structuration du discours. Est-ce qu'on est tous bons ou est-ce qu'on est avec cette compétence-là? Est-ce que dès la naissance, chacun a ce truc-là qui lui permet de prendre la parole en public, tout de suite on vit avec, ou c'est une compétence qu'il faut découvrir, développer et puis entretenir? L'enfant apprend à parler. Les compétences en matière de langage sont des compétences acquises. C'est au cours d'une vie qu'on les acquiert, qu'on les développe, qu'on les renforce. Les expériences, les expérimentations nous aident au fur et à mesure à affiner nos aptitudes en matière de prise de parole en public. Après, il y a un potentiel latent dont nous disposons tous. Nous disposons tous de ces outils de base. Nous avons un corps pour gesticuler, pour utiliser ce corps dans le cadre d'une communication non verbale. Nous avons une voix que nous pouvons placer, un regard pour pouvoir communiquer, interagir avec le public. Donc nous disposons de ce qu'on appelle les outils de base. L'aptitude à manier ces outils, c'est le fruit d'un travail. Toutes les personnes ont ce potentiel. Toutes les personnes disposent de ces outils. Mais ce que nous parvenons à en faire, la manière dont nous parvenons à avoir une maîtrise de ces outils pour pouvoir en faire des armes redoutables pour un bon orateur, c'est le fruit d'un travail acharné. Super. Alors, donc c'est une compétence qui se cultive, quoi. C'est une compétence qui se cultive, c'est une compétence qu'il faut travailler en permanence. C'est des aptitudes qu'il faut renforcer par le biais d'une prise de conscience d'abord et puis, comme je le disais, d'un entraînement régulier. D'accord. Alors, concrètement, parlons de prise de parole en public. Alors, Samuel, je suis dans une salle, on me donne la parole tout de suite, je dois prendre la parole devant 36 000 personnes, j'imagine n'importe quoi. 36 000 personnes. Comment est-ce que je fais pour ne pas perdre de fil, pour ne pas perdre la manière dont j'ordonnance les mots, la structuration du discours? Comment est-ce que je peux faire cela sans papier, bien sûr, mais comment est-ce que je peux en même temps regarder le public, croiser les regards, sans toutefois me perdre dans ce que je dis, sans toutefois me mélanger ou mélanger les pédales? Très bien. Dans le cadre de nos ateliers, nous insistons beaucoup sur la structuration du discours. C'est l'aptitude à pouvoir transmettre un message cohérent, organisé, avec des arguments, des illustrations, des idées qui sont disposées convenablement. C'est ce que les orateurs de la Grèce antique appelaient d'ailleurs dispositio, l'aptitude à disposer de manière savante les idées que je souhaite transmettre au public. Cela obéit à une approche simple, une approche qui a une double vocation. La première vocation, elle est personnelle. En structurant mon discours, en annonçant ce dont je vais parler, mesdames et messieurs, dans un premier temps, je traiterai du sujet A, puis ensuite du sujet B. C'est en guise d'introduction que je le fais. Puis dans mon développement,
en m'appropriant l'idée A, l'idée B, en vidant chaque idée de sa substance et avec des connecteurs en passant d'une idée à une autre pour enfin conclure en martelant l'objectif de communication, je m'aide. Parce que le fait d'annoncer A et B, c'est des pierres que je pose sur mon chemin. C'est un fil d'Ariane que je déroule pour ne pas me perdre. Mais je facilite également la compréhension du public. Parce que le public sait à quoi s'en tenir. Le public me suit donc de manière plus aisée. La pédagogie est plus active, elle est plus forte et elle facilite la compréhension de ce que je vais dire. Donc la structuration a une double vocation. Elle m'aide à ne pas me perdre dans le labyrinthe de ma pensée, mais elle aide également le public à mieux appréhender ce que je vais dire parce que je lui pose sur le chemin des jalons qui lui permettent de se retrouver. D'accord. Alors ça, c'est... En tout cas, je pense que sur papier, c'est comme ça, c'est facile à faire, ou c'est facile à dire. Mais concrètement, si je comprends, mais ça dit la structuration, c'est un peu le fil d'Ariane, quoi. C'est ce fil-là qui va t'aider à te retrouver. C'est le fil d'Ariane. Mais on suppose que pendant mon discours d'entrée, je pose les bases. Je dis étape numéro 1, 2, 3, etc. Et pendant l'étape numéro 1, ben, je croise un regard là qui me déroute. Je suis désorienté. J'oublie même les étapes que j'ai annoncées au début. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est justement à cela que sert la structuration. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de parole en public. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la structuration du discours. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler des outils de base. Je sais que je dois au public 2 idées majeures, la structuration et les outils de base. Le public s'attend à recevoir ces 2 idées majeures qui seront développées, renforcées avec des arguments, des illustrations, une narration, une confirmation, autant d'éléments qui viennent faire corps avec le contenu du discours et qui constituent le développement. Donc le risque pour que je me perde, il est réduit. Après, il y a un autre aspect qui est un aspect mental sur lequel nous parlerons peut-être tout à l'heure. Mais déjà, sur le corps du discours, j'ai posé les bases de ma future prestation. Vous avez parlé du fil d'Ariane, j'aime bien cette histoire. Le fil d'Ariane sert à quoi? Il aide Thésée, qui est un héros de la mythologie grecque, à ne pas se perdre dans le labyrinthe, qui était un château composé de 1000 issues dont personne ne pouvait sortir. Thésée déroule le fil sur tout le labyrinthe, il affronte le Minotaure, c'est une autre histoire, remporte une victoire éclatante, parvient à le tuer et peut ressortir en suivant ce fil. Ansel et Gretel, c'est une histoire connue. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants? Ils posent sur la route des pierres pour retrouver leur chemin. La structuration, c'est poser sur sa route, sur son cheminement oratoire, ces pierres qui me permettent de me retrouver. Donc, je vais parler en A de ceci, en B de cela, je le visualise et c'est là que je deviens un bon improvisateur. Parce qu'en réalité, nous voyons parfois des individus disserter pendant des heures sur un sujet. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le fil conducteur? Comment font-ils pour donner de la cohérence au tout? Comment ils font? C'est que dès le début, ils savent qu'ils doivent commencer par un mot de remerciement. Ils savent qu'ils doivent parler ensuite à l'autorité présente, qu'ils doivent parler dans le cadre d'une remise de diplôme aux diplômés, qu'ils doivent remercier les parents. Donc, ils ont visualisé à travers leurs prestations les différents éléments qui vont jalonner leur discours. Et donc, quand ils viennent avec spontanéité, on est ébloui par cette cohérence d'ensemble, par la beauté du verbe, par l'inspiration qu'ils parviennent à mettre en avant. Mais derrière, il y a une préparation, il y a une visualisation mentale forte du discours. Et c'est très important la structuration. En ce qui me concerne, cela fait très longtemps que dans le cadre de discours personnels, dans ma vie professionnelle active, dans mes activités autres que le leadership et le développement personnel, je suis appelé à prendre la parole et souvent sans le papier. Comment je m'y prends? C'est que dès le début, j'ai une idée claire de ce que je vais dire. Mais après, je m'abandonne à l'inspiration de l'instant présent. Je sais que je dois parler de A, mais dans A, j'ai plusieurs sous-idées, j'ai plusieurs illustrations. Il me suffit donc d'ouvrir le tiroir et d'y déverser mon inspiration de l'instant présent. Si tu permets, justement, dans la phase numéro A, par exemple, tu as plusieurs sous-idées. Maintenant, dans cette inspiration-là que tu arrives à avoir, est-ce qu'il ne peut pas arriver justement que tu te perdes? C'est-à-dire que tu sois tellement inspiré au point où tu oublies la prochaine étape. Parce que ça arrive en fait. J'ai quelques témoignages de ces personnes-là qui, après avoir énoncé les étapes de leur discours, se perdent. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être à l'étape 2, tellement inspirées qu'elles oublient la suite. Dans ces cas, comment on fait? C'est-à-dire, puisque là, tu es désorienté.
C'est une forme d'impréparation. Et ça nous invite à une invitation, à une préparation sérieuse du discours. Cette préparation sérieuse, elle nécessite une visualisation parfaite, une maîtrise parfaite des idées qui seront développées. Donc c'est beaucoup Il y a une marge d'erreur, il y a de l'entraînement. Vous savez, on devient forgeron en forgeant. Les meilleurs footballeurs au monde sont ceux qui s'entraînent le plus. Donc c'est normal, les meilleurs orateurs au monde sont ceux qui, par le biais de leur travail, parviennent à développer ces réflexes. Ce qui a été proposé comme outil de structuration aide à poser les jalons d'une intervention organisée, cohérente. Il peut arriver qu'il y ait des influences extérieures qui peuvent compromettre la dynamique d'ensemble, mais c'est souvent momentané. Et je sais que je suis dans A, et je sais que dans A, j'ai A1, A2, A3. Le A3 peut m'échapper parfois, ce n'est pas méchant, il n'y a pas une intervention parfaite. Même les meilleurs orateurs parfois peuvent se rendre compte qu'ils ont oublié tel ou tel aspect. Mais qu'à cela tienne, le plus important, c'est que même si A1 saute, je sais que je suis dans la famille de A et je peux me retrouver au sein de A. Par contre, celui qui ne structure pas, qui vient, qui démarre son discours, c'est celui-là qui court le risque de se perdre. Parce qu'en réalité, quand il a un moment de passage à vide, sur le plan mental, il ne sait pas visualiser dans un A ou un B. Donc, finalement, il va passer du coq à l'âne. Quand je suis dans B, je sais que même si le B2 m'échappe, le B3 est là, le B4 est là. Donc, je suis toujours dans mon périmètre B. Et c'est très important de fonctionner comme ça. C'est très important de développer cette discipline de la pensée qui nous aide à donner de la cohérence à ce que nous disons et du poids. Parce qu'en réalité, le bon discours, c'est le discours qui est structuré, qui est organisé. Et c'est là que certains parviennent à trouver la bonne source d'inspiration. C'est là que les illustrations viennent. Il faut parfois se censurer, naturellement. On intervient sur un temps limité, on intervient sur une durée spécifique. On ne peut pas tout dire. Vouloir tout dire, c'est vouloir parfois en faire trop et courir le risque de ne pas être compris et perçu tel que nous le souhaitons. Donc il faut garder un certain esprit de synthèse. D'accord. En tout cas, j'espère quand même que vous avez retenu beaucoup de choses, comme moi je le fais actuellement. Donc, je pense qu'on est à l'école de Samuel Faye, donc à l'école de la prise de parole en public. Samuel, est-ce que tu peux nous dire les 3 clés qu'il faut, ou les 3 éléments, si c'est 3 ou 4, en tout cas je te laisse choisir, mais si tu peux résumer en 3 points ce qu'il faut pour être un excellent orateur? Il y a plusieurs aspects. Je n'ai pas la prétention d'avoir une école oratoire. Je connais toute l'affection et l'estime que tu as pour moi. Mais le travail sur la voix est important. Travail sur la voix. Ouais. Beaucoup considèrent que la voix constitue l'un des outils principaux ou le principal outil de l'orateur. Quand je parle de la voix, elle est caractérisée par plusieurs choses. Son timbre, c'est une dimension plus innée. Au cours d'une vie, le timbre peut devenir plus enroué, il peut devenir plus fluet. Certaines personnes qui sont malades perdent une partie de leur voix, mais il y a un fond sonore qui demeure. De la même manière qu'au cours d'une vie, on peut grossir, maigrir, mais il y a un fond qui demeure. C'est notre identité. Ce timbre, donc, est très lié à notre personne. C'est une part d'héritage que nous avons perçu. Il y a un aspect qui peut davantage être travaillé, par contre, c'est l'intensité. C'est le fait pour l'orateur d'être engagé dans son discours, de parler au premier degré. Vous avez des personnes qui donnent l'impression d'être détachées de ce qu'elles disent. Elles vous parlent, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas là, qu'elles parlent en pensant à autre chose, qu'elles sont ailleurs. Le bon communicant, c'est celui qui, pour moi, communique avec passion autour de son sujet. C'est très important, c'est ce qui permet au public de ressentir les émotions, les vibrations portées par l'orateur. L'autre aspect, c'est l'intonation. C'est le mouvement mélodieux de la voix. On ne parle pas de guerre de la même manière qu'on parle de paix. On ne parle pas sur le même rythme durant tout le discours. On ne parle pas d'amour de la même manière qu'on parle de haine. Selon ce que l'on est en train de dire, l'on doit être en mesure d'accélérer parce que c'est un développement qui nécessite que je puisse mettre l'accent sur tel ou tel aspect ou par moment ralentir parce que je parle au cœur, changer de rythme, être sur une note ascendante ou être sur une note descendante en fonction de ce que je veux transmettre comme émotion.
Peu d'orateurs savent travailler sur ça. Vous en avez qui sont de bons communicants, mais qui, sur tout le discours, ont un registre monocorde. Ils s'expriment avec la même voix sur tout le corps du discours. Le conseil que je donne aux personnes avec qui je suis en atelier de formation, c'est d'appliquer les règles de la prise de parole en privé, les transposer à la prise de parole en public. Parce que le problème de beaucoup de communicants, c'est que dès qu'ils commencent à parler en public, c'est comme s'il y a une télécommande et hop, ils activent le mode prise de parole en public. Ils se déconnectent de leur authenticité, de leur originalité et ils émettent sur un ton qu'ils considèrent comme étant le ton du discours. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous. Il y a une solennité qu'ils cherchent à avoir. Les codes communicationnels ont évolué. Le merveilleux discours d'André Malraux ne se prête plus au discours contemporain. Le débit, c'est un élément important de la voix. Certaines personnes ont un débit trop rapide. Souvent en Afrique, dans nos différents pays, nous parlons le français, par exemple, comme nous le faisons avec nos langues locales. Chaque langue a parfois ses spécificités. Certaines personnes peuvent être mal comprises dans la langue française alors qu'elles le seront dans leur langue natale. Il faut savoir faire ce travail sur soi, qui n'est pas toujours facile, qui consiste à s'adapter aux codes, à s'adapter aux exigences qui sont les nôtres, à s'adapter donc aux exigences de la langue française. À côté de la voix, les gestes. Les gestes donnent du poids à ce que nous disons. Monsieur, sortez de la salle, et monsieur, sortez de la salle, ça n'a pas le même impact. Donc, les bons orateurs savent parfois. Après, il ne faut pas inviter ceux qui travaillent sur leur prise de parole à reproduire systématiquement les mêmes gestes. Ce que je vois et que je déplore dans beaucoup d'écoles d'art oratoire, c'est que finalement, on écrit, on définit le portrait robot du bon orateur et on invite ceux qui suivent ces formations à rentrer dans ce portrait robot. Et ce faisant, ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ce faisant, ils ne sont pas authentiques. Ce faisant, ils deviennent des caricatures parce qu'ils théâtralisent de manière outrancière un discours. Le bon orateur, il sait être aligné à sa personne. Donc, chaque personne a sa gestuelle qui lui est propre. Les gestes servent à quoi? À suivre le mouvement du discours, à donner du poids à ce que nous disons et, naturellement, à donner une certaine esthétique au discours. La posture, elle doit être travaillée. On travaille beaucoup sur la position neutre. C'est des éléments qui, peut-être dans d'autres vidéos, feront l'objet de démonstrations visuelles. Le regard doit toujours être bien placé. Il est très important d'instaurer cette communication oculaire avec le public et de s'inscrire dans une horizontalité du regard et une permanence. Horizontale, je regarde mon public et je balaie la salle du regard, c'est le principe du phare. Ce n'est pas dans un rictus mécanique que je le fais. Non, mais chaque compartiment de la salle doit être regardé. Et le regard doit s'inscrire dans une permanence. Certaines personnes, dès qu'elles perdent leurs mots, ont le regard qui voyage en haut, en bas ou ferment les yeux parce qu'ils cherchent leurs mots. Travailler sur cette permanence du regard nécessite un état d'esprit serein, calme, posé, qui permet au communicant, même lorsqu'il a des moments de passage à vide, où les idées ne sont pas bien structurées, de poser sa voix, de poser son regard et de ne pas laisser transparaître certaines paniques qui peuvent se produire en nous, mais qui peuvent gâcher l'esthétique globale du discours. Question peut-être un peu, je ne vais pas dire qu'elle est bête, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de parler en public? Ça vient d'où? Chaque personne y va de sa peur. C'est la peur du regard de l'autre. La peur d'être jugé. La peur d'être jugé, la peur du ridicule. La peur du ridicule. C'est une peur contemporaine. C'est une peur qui inhibe les performances, qui inhibe le potentiel de la personne. Peur de trop en faire ou de ne pas en faire assez. Peur d'être perçu comme tel. Vous avez des orateurs. Il nous est arrivé dans nos ateliers de demander à des communicants, à des orateurs de chanter. Certains n'y arrivent pas. Ils vous disent non, je ne peux pas chanter devant un public. Je ne peux pas danser devant ce public. Pourquoi? Parce que j'ai peur de paraître ridicule. J'ai peur d'être jugé. J'ai peur de paraître grotesque. Et cela constitue un réel facteur bloquant pour beaucoup de communicants. Il faut savoir être soi-même, être authentique, s'accepter, travailler sur ses inhibitions
aimer son image, travailler sa confiance en soi pour pouvoir être un bon communicant. Donc, c'est une peur très ancienne, c'est une peur parfois irraisonnée. Même face à un public bienveillant, composé d'amis, certains peuvent avoir peur. Donc, c'est une peur irraisonnée qui tire sa source dans nos peurs, nos inquiétudes, nos inhibitions, la peur que nous avons du regard de l'autre. Les enfants ont moins cette peur. Un enfant peut venir chanter devant un public bien souvent. Avec l'adolescence, notre changement, le changement de notre corps, le regard de l'autre qui change sur nous, nous développons plusieurs inhibitions que malheureusement nous ne perdons pas à l'âge adulte. Et vous avez donc beaucoup d'adultes qui, face au public, ont l'impression que leurs imperfections vont transparaître, qu'ils vont être jugés, méjugés. Et malheureusement, cela compromet leur performance. Donc l'acceptation de son image, c'est un pas important lorsqu'on veut développer une compétence en prise de parole. Super. Alors, dans ce que tu viens d'énoncer comme étant 3 points, ou étant les 3 points, ou plutôt les 4 points essentiels pour bien parler en public, pour être un excellent orateur, moi j'ai noté la voix. Elle est importante. Le terme de la voix. J'ai noté également l'intensité. Et puis, j'ai noté la gestuelle et la variation. J'aimerais te poser une question par section. Donc, quand on prend la voix, est-ce qu'on a une voix pour bien parler en public ou toutes les voix, a priori, sont des voix qui vont bien? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément avoir une voix grave, puisée à l'intérieur de soi pour dire qu'on peut bien parler en public? Ou est-ce qu'on peut avoir une voix fine et pour autant impacter comme une personne qui aurait une voix grave? Il nous est arrivé lors des concours d'éloquence de voir un orateur. Parce que je pense que Steve Jobs, je pense qu'il n'avait pas une voix. Absolument. Il n'avait pas The Voice. Effectivement. Mais c'est quelqu'un qui était. Voilà, dont je me pose des questions. Qui était un orateur tellement remarquable qu'il parvenait à faire grimper le cours de la bourse de Apple à travers ses communications. C'est vous dire l'impact que ces communications avaient. C'est quelqu'un qui préparait soigneusement, minutieusement ses prestations. Et dans un merveilleux ouvrage qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, la Bible de l'orateur, qui est un ouvrage de la Harvard Business Review, on revient sur la manière dont Steve Jobs préparait ses prestations. C'est une parenthèse. Pour revenir à la voix, il nous est arrivé, lors des concours d'éloquence, de voir l'orateur tonitruant qui vient avec une voix forte, caverneuse, une voix de stentor, domptée par la douce voix précieuse d'une oratrice qui sait toucher les cœurs à travers sa manière de parler. C'est vous dire qu'il n'y a pas une voix qui nous condamne ou qui nous donne une préséance sur tout le monde. La voix est un outil qui se travaille. Être un bon orateur, c'est savoir être aligné à soi, avec soi-même. C'est savoir parler, toucher les cœurs. C'est savoir transmettre les émotions utiles à la cause recherchée. La voix est importante. À compter du moment où on sait la placer, où on sait explorer les nombreuses sonorités de notre voix, parce que quelle que soit votre voix, vous avez des sonorités qui peuvent être différentes. On a une voix qui est celle qui murmure, qui se pose. On a une voix qui est celle qui se déploie, une voix ascendante. Ceux qui sont bons en matière de communication, c'est ceux qui savent explorer ces nombreuses voix que nous avons. En matière de prise de parole en privé, je le dis encore, on sait parler avec douceur, avec bienveillance pour toucher les cœurs. On sait en d'autres circonstances se révolter, faire ressortir notre colère à travers notre voix. Ceux qui savent utiliser dans le cadre d'une prestation orale toutes ces voix, qui est leur voix, mais qui se déploient différemment selon ce qu'ils veulent dire, c'est ceux-là qui sont parfois les meilleurs orateurs. Donc, aucune voix ne nous condamne à être un mauvais orateur. L'histoire même de l'art oratoire le montre. Vous avez des orateurs qui n'avaient pas nécessairement une voix de stentor, mais qui ont laissé leur nom dans l'histoire de l'art oratoire parce qu'ils ont su, par un travail patient, afficher leur authenticité, leur originalité, leur style
et devenir de bons orateurs. C'est un roi du Maroc, le roi Hassan II, qui disait que le style, c'est l'homme. Chaque personne doit assumer son style oratoire. C'est tout. Mais par rapport à la gestuelle, j'aurais également une question. Est-ce qu'il faut dire que, puisque lors de ton intervention, en fait, tu martelais le fait que il faut souvent accompagner ces propos de gestes, de gestuels, il faut souvent accompagner par des mouvements du corps. Donc, il faut accompagner le corps dans ce mouvement-là. Est-ce qu'il faut dire, parce que je pense qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Donc, je pense que quelque part, c'est inné aussi. C'est soit on est naturellement on fait des gestes, ou naturellement, on ne les fait pas. Est-ce qu'une personne qui accompagne son discours de beaucoup de gestes a beaucoup plus d'impact dans ses propos qu'une personne peut-être qui va rester figée, même posture du début jusqu'à la fin, et peut-être qui ne va même pas faire des variations dans ses propos? Voilà. Les variations, c'est important. Parce que quand on est mis sur un même registre sonore, le discours est monocorde. Quelle que soit la beauté de votre voix, vous finissez par tympaniser le public qui entend le même son qui va et qui revient. La meilleure manière de captiver l'attention de votre public, c'est par des jeux d'inflexion de votre voix. Des notes ascendantes, descendantes qui permettent parfois de ramener le public à vous. Vous savez, quand vous émettez sur un registre et que subitement vous baissez le ton, vous ramenez le public à vous, parfois. Ou subitement vous haussez le ton sur une note ascendante, vous tirez le public vers vous. Et des études le montrent. Les études montrent que dans les discours politiques, les orateurs les plus applaudis sont ceux qui savent terminer leur phrase sur une note ascendante parce que je veux que, et ceux qui savent faire l'inverse sur une note descendante parce que nous sommes le Sénégal. Ces notes ascendantes ou descendantes, ce sont ces notes qui ont un impact réel sur le fait de pouvoir captiver son public. Pour revenir à ta question relative aux gestes, les gestes, c'est très culturel. Dans certains pays, les orateurs francophones ont une tendance à gesticuler qui leur permet de rendre souvent le discours. Dans d'autres cultures, on peut gesticuler moins, mais avoir autant d'impact. Parce que ce qui donne de l'impact au discours, ce n'est pas nécessairement les gestes exclusivement. Vous avez des orateurs qui peuvent faire un discours à fort impact sans gesticuler, en utilisant leur voix, en utilisant leur corps. Ils ne vont pas utiliser leurs mains pour gesticuler à outrance, mais par les mouvements de leur cou, par leur manière de placer leur voix, ils parviennent à avoir un réel impact. Après, c'est vrai que les gestes donnent du poids à ce que nous disons. C'est vrai que les gestes ont un sens. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très spécifique. Le geste, cette pincée de précision, comme on l'appelle, invitera le public à appréhender la subtilité de ce que je dis, et tant d'autres gestes. Donc, c'est dire que les gestes peuvent donner du poids à ce que nous disons, mais ils ne sont pas obligatoires, parce que le but, et c'est par là que je terminerai, l'objectif ultime pour l'orateur, c'est d'atteindre son objectif communicationnel. Le but ultime, c'est atteindre l'objectif. Et c'est également s'inscrire dans ce qu'on appelle la congruence. La congruence, c'est l'alignement parfait entre la pensée, le verbe, le geste. Je pense, je parle, je gesticule, je m'exprime dans un mouvement harmonieux. Donc la congruence, c'est l'harmonie du discours. L'orateur est aligné à sa personne, à son authenticité, à son originalité. Il ne surjoue pas, il ne caricature, il ne théâtralise pas à outrance. Il cherche à transmettre son ressenti, son vécu. Il poursuit un objectif ciblé qui est l'objectif de communication et tout cela dans un alignement parfait entre ces trois éléments. Super. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je pense que ce n'est qu'une première séance. Hein. Et dès qu'on aura l'opportunité ou l'occasion, je pense qu'on va remettre ça. Il y aura plusieurs autres séances. Bien évidemment. Parce que la prise de parole en public, c'est un concept assez vaste. Et je pense qu'on peut passer toute une vie à apprendre la parole en public. Nous ne cessons d'apprendre jusqu'à présent. Merci infiniment Samuel. Donc je mets tout ce qu'il faut, toutes les informations dont vous avez besoin pour contacter Samuel, je les mets à l'écran. Et merci infiniment encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, je pense qu'il y aura d'autres prochaines fois. Et j'espère que tu vas toujours répondre présent.
Vous serez toujours présent. Tu fais de très belles choses Ouais. en matière d'éveil, de développement de soft skills. Et Super. c'est de ça dont le continent a besoin. Super. Bonne Ok. continuation. Merci infiniment. On se dit très prochainement pour une autre vidéo, peut-être toujours sur la communication ou sur autre chose, mais en tout cas, on se donne rendez-vous très prochainement. Allez. Good.